L'été 842 s'annonçait comme tous les autres étés à London Week. Les marchands déchargeaient leurs marchandises le long des quais en bois, les pièces d'argent changeaient de main, les enfants couraient entre les maisons aux toits de chaume. La ville prospérait. Depuis près de 2 siècles, ce port installé à l'ouest des vieux murs romains abandonnés avait grandi jusqu'à devenir l'un des centres commerciaux les plus dynamiques d'Europe. Les navires arrivaient de Frise, de Francie, du monde arabe même. L'or, l'ambre, les tissus précieux transitaient par London Week avant de se disperser dans toute l'Angleterre. Personne ne se doutait que ce jour-là allait marquer un tournant. Personne n'imaginait que le ciel allait bientôt s'assombrir, non pas de nuages, mais de fumée noire. Les habitants de London Week connaissaient les rumeurs, bien sûr. Depuis une décennie, depuis les années 830, des récits effrayants circulaient de ville en ville. Des hommes venus du nord attaquaient les côtes, pillaient les monastères, massacraient les moines. Lindisfarne était tombé en 793, près de 50 ans plus tôt. Depuis, les raids se multipliaient. Mais London Week, cette grande ville, ce cœur battant du commerce anglo-saxon, beaucoup pensaient qu'elle était trop importante, trop bien défendue, trop éloignée dans les terres pour être une cible. Ils avaient tort. La Tamise serpentait tranquillement vers la mer. C'était un fleuve large, navigable, une artère vitale qui reliait Londres au reste du monde. Les marchands l'empruntaient quotidiennement, leurs bateaux ventrus chargés de marchandises. Ce matin-là, quelques pêcheurs avaient remarqué des voiles au loin, mais rien d'inhabituel. Des navires remontaient toujours le fleuve. Sauf que ces voiles-là étaient différentes, plus nombreuses, plus menaçantes. Les dracars avançaient en formation serrée. Leurs coques élancées fendaient l'eau avec une grâce mortelle. À la proue de chaque navire, une tête sculptée fixait l'horizon de ses yeux vides. Dragons, serpents, créatures cauchemardesques destinées à terroriser les ennemis. Les boucliers ronds étaient alignés le long des bordages, formant un mur de bois peint de couleurs vives, rouge, jaune, noir. Les guerriers silencieux tenaient leurs rames, suivant le rythme imposé par leur chef. Pas de cris, pas de chants de guerre, pas encore. La surprise était leur meilleure arme. Ces hommes venaient du Danemark. Ils avaient navigué pendant des jours, longeant les côtes, profitant des vents favorables et de leur connaissance intime des mers. Leurs navires étaient des merveilles d'ingénierie. Longs de 20 à 30 mètres, ils ne tiraient que peu d'eau, ce qui leur permettait de remonter n'importe quel fleuve, d'accoster sur n'importe quelle plage. Avec leurs voiles carrées et leurs rangées de rameurs, ils pouvaient atteindre des vitesses impressionnantes. Des répliques modernes ont montré qu'ils dépassaient les 10 nœuds à la rame et 15 nœuds à la voile. Pour l'époque, c'était fulgurant. Le commandant de cette flotte connaissait sa cible. Il avait peut-être déjà commercé avec London Week lors de voyages précédents, observant discrètement les défenses de la ville, comptant les guerriers, repérant les trésors. Ou alors des informations lui étaient parvenues par d'autres raideurs, des Danois qui avaient exploré ses côtes et cartographié mentalement chaque recoin de la Tamise. Les Vikings excellaient dans l'art de la reconnaissance. Leurs expéditions commerciales servaient souvent de couverture à des missions d'espionnage. Ils identifiaient les monastères riches, les villes prospères, les points faibles des défenses anglo-saxonnes. London Week était une cible de choix. La ville s'étalait sur près de 60 hectares, de l'actuel Covent Garden jusqu'à Aldwych. Des milliers de personnes y vivaient, artisans, marchands, fermiers, esclaves. Les ateliers produisaient des objets en métal, en os, en bois. Les entrepôts débordaient de marchandises venues de tout le continent. L'argent circulait librement. Les monastères et églises regorgeaient d'or et de trésors liturgiques. Mais surtout, London Week était vulnérable. Contrairement à l'ancienne ville romaine de Londinium avec ses hauts murs de pierre, London Week s'était développé en dehors de toute fortification. Aucune muraille pour ralentir les attaquants, aucun fossé défensif. La ville s'étendait librement le long du fleuve, confiante dans sa prospérité. Les premiers à apercevoir la flotte viking furent des pêcheurs sur leurs barques. Ils comptèrent les voiles, 10, 20, peut-être plus. Leur sang se glaça. Ce n'était pas une expédition commerciale, c'était une armée. Ils ramèrent frénétiquement vers le rivage, hurlant des avertissements. Mais il était déjà trop tard. Les dracars accéléraient, les rameurs augmentant la cadence. Les navires glissaient sur l'eau comme des prédateurs fondant sur leur proie. Les Vikings avaient calculé leur arrivée. Ils attaquaient en plein jour, quand les hommes travaillaient, dispersés dans toute la ville. Les guerriers anglo-saxons n'auraient pas le temps de se rassembler, de former un mur de boucliers cohérent. La tactique viking reposait sur la vitesse et la violence.
frapper fort, frapper vite, disparaître avant que les renforts n'arrivent. Ils avaient perfectionné cette méthode au cours de décennies de raids. Lindisfarne, Jarrow, les monastères d'Irlande, chaque expédition leur avait appris quelque chose de nouveau sur l'art de terroriser et de piller. Les premiers dracars touchèrent la rive. Les proues s'enfoncèrent dans la boue et le sable. Avant même que les navires ne soient complètement arrêtés, les guerriers sautaient par-dessus les bordages. Ils portaient des cottes de mailles pour certains, mais la plupart n'avaient que des tuniques de cuir épais renforcées de métal. Leurs armes étaient simples mais efficaces, haches de combat, épées longues, lances, couteaux. Chaque homme portait un bouclier rond en bois renforcé de métal, peint aux couleurs de son clan. Leurs casques, contrairement aux représentations populaires, n'avaient pas de cornes. C'était une invention romantique du XIXe siècle. Les vrais casques vikings étaient coniques, parfois équipés d'un nasal pour protéger le visage. Le cri de guerre éclata enfin. Un hurlement guttural sauvage qui glaça le sang de tous ceux qui l'entendirent. Les Vikings chargeaient. Les premières victimes furent les marchands et les débardeurs sur les quais. Ils n'eurent même pas le temps de comprendre ce qui leur arrivait. Les haches s'abattirent, les épées transpercèrent, le sang éclaboussa les planches en bois. Les cris remplacèrent le bourdonnement paisible de l'activité commerciale. La panique se répandit comme un incendie. Les femmes rassemblaient leurs enfants et fuyaient vers l'intérieur des terres. Les hommes tentaient de saisir n'importe quelle arme, un bâton, un couteau de boucher, une fourche. Mais face à des guerriers professionnels, entraînés depuis l'enfance au combat, ces défenses improvisées ne pesaient pas lourd. Les Vikings progressaient méthodiquement, maison par maison, atelier par atelier. Ils savaient exactement ce qu'ils cherchaient. L'argent d'abord. Les pièces, les lingots, tout ce qui avait de la valeur. Les Vikings ne venaient pas juste pour tuer, ils venaient pour s'enrichir. Chaque raid était une entreprise commerciale autant qu'une opération militaire. Les chefs de guerre investissaient dans la construction des navires, le recrutement des hommes, l'approvisionnement pour le voyage. Ils s'attendaient à un retour sur investissement. Et Lundenwic était une mine d'or. Les entrepôts furent pillés en premier. Les tissus précieux, les épices, les métaux, tout ce qui pouvait être emporté fut jeté dans de grands sacs de toile. Les objets trop lourds ou encombrants étaient abandonnés. Les Vikings voyageaient légers. Ils prenaient ce qui avait le plus de valeur pour le moins de poids. L'or et l'argent, bien sûr, mais aussi les esclaves. Car oui, les Vikings prenaient des esclaves. C'était l'un des aspects les plus lucratifs de leur raid. Les jeunes hommes et femmes en bonne santé valaient une fortune sur les marchés d'esclaves de Scandinavie et au-delà. Les chroniques mentionnent que lors du raid de Lindisfarne, certains moines furent emmenés comme esclaves tandis que d'autres furent jetés à la mer. À Lundenwic, le scénario se répétait. Les familles furent séparées. Les enfants arrachés à leurs parents, les femmes traînées vers les navires. Ceux qui résistaient étaient tués sur le champ. Un chroniqueur anglo-saxon décrivit plus tard cet événement comme le grand massacre. Ce n'était pas une exagération. Les Vikings ne prenaient pas de prisonniers, à moins qu'ils représentent une valeur économique. Les vieillards, les malades, ceux qui ne pouvaient pas travailler, ils étaient inutiles. La hache tombait sans discrimination. Les rues de Lundenwic coulaient de sang. Certains habitants tentèrent de se défendre. Des groupes d'hommes se barricadèrent dans les maisons les plus solides, espérant tenir jusqu'à l'arrivée de renforts. Mais les Vikings avaient l'expérience de ce genre de situation. Ils mettaient simplement le feu aux bâtiments. Le chaume des toits s'enflammait instantanément. En quelques minutes, des maisons entières devenaient des brasiers. Ceux qui restaient à l'intérieur mouraient brûlés vifs ou suffoqués par la fumée. Ceux qui sortaient tombaient sous les armes vikings. Le feu se répandait. Lundenwic, construite principalement en bois, était une boîte d'allumettes géante. Les flammes sautaient de toit en toit, poussées par le vent. La fumée noire montait en colonnes épaisses, visibles à des kilomètres à la ronde. Les églises, supposément sanctuaires inviolables, n'échappèrent pas au carnage. Les Vikings n'avaient aucun respect pour les lieux saints chrétiens. Pour eux, ces bâtiments étaient simplement des entrepôts remplis de trésors. Les croix en or, les calices en argent, les manuscrits enluminés décorés de pierres précieuses, tout fut arraché et emporté. Les moines et les prêtres prièrent en vain. Certains furent massacrés sur les autels même qu'ils servaient. D'autres tentèrent de fuir, portant les reliques les plus précieuses, espérant les mettre en sécurité. Peu y parvinrent.
Les Vikings étaient partout, courant dans les ruelles, fouillant chaque recoin, cherchant ce qui avait été caché. Ils avaient des années d'expérience dans l'art de trouver les trésors dissimulés. Les cachettes sous les planchers, les murs creux, les puits, rien n'échappait à leur inspection minutieuse. Pendant ce temps, d'autres guerriers vikings chargeaient de lourds sacs vers les dracars. Le butin s'accumulait. Pièces d'argent de Wessex, de Mercie, de Francie même. Lingots fondus, bijoux arrachés des cadavres, armes de qualité prises aux guerriers anglo-saxons tombés au combat. Chaque drakkar avait une cale prévue pour le pillage. Les Vikings savaient exactement combien ils pouvaient emporter sans compromettre la navigabilité de leurs navires. Quelques groupes de guerriers anglo-saxons tentèrent d'organiser une contre-attaque, mais ils étaient désorganisés, éparpillés, choqués par la vitesse et la brutalité de l'assaut. Les Vikings, eux, se battaient comme une machine bien huilée. Ils avançaient en formation serrée, mur de bouclier contre mur de bouclier. Leur tactique avait été rodée au combat. Quand un homme tombait, un autre prenait immédiatement sa place. Ils se couvraient mutuellement, frappaient en synchronisation, créaient des ouvertures dans les défenses ennemies. La bataille, si on pouvait appeler ça une bataille, ne dura pas longtemps. Quelques heures tout au plus. Le soleil était encore haut dans le ciel quand les Vikings commencèrent à se replier vers leurs navires. Ils avaient obtenu ce qu'ils voulaient. Leurs sacs étaient pleins, leurs cales chargées d'esclaves et de trésors. Rester plus longtemps serait risqué. Des messagers avaient sûrement été envoyés au royaume voisin. Une armée pourrait arriver. Mieux valait partir tant qu'ils le pouvaient encore. Les derniers guerriers vikings reculèrent vers les dracars, maintenant la formation défensive. Ils s'assuraient que personne ne les poursuivrait. Les rares anglo-saxons encore en état de se battre n'avaient aucune envie de les affronter. Ils s'occupaient des blessés, cherchaient des survivants dans les décombres fumants, pleuraient leurs morts. Les dracars se détachèrent du rivage. Les rameurs se mirent en position, les voiles se déployèrent. En quelques minutes, la flotte viking glissait déjà sur la Tamise, s'éloignant de Lundenwic en flammes. Les guerriers chantaient maintenant, célébrant leur victoire. Leur voix rauque portait sur l'eau, atteignant les oreilles des survivants restés sur le rivage. C'était un chant de triomphe, de gloire, d'honneur gagné au combat. Derrière eux, Lundenwic brûlait. Les cadavres jonchaient la mue. Les maisons s'effondraient dans des gerbes d'étincelles. Les quelques habitants qui avaient réussi à se cacher sortaient maintenant de leur cachette, découvrant l'ampleur du désastre. Des familles entières avaient été anéanties. Des quartiers entiers n'étaient plus que cendres et ruines. Le grand port commercial, la fierté de l'Angleterre anglo-saxonne, n'était plus qu'une coquille calcinée. Le chroniqueur qui documentait les événements de l'année 842 écrivit simplement « Grand massacre à Londres ». 3 mots pour décrire une tragédie qui avait coûté des centaines, peut-être des milliers de vies. Mais ces 3 mots résonnaient à travers toute l'Angleterre. Le message était clair, nulle part n'était en sécurité. Même les plus grandes villes pouvaient tomber. Pour saisir l'ampleur de ce qui s'était passé à Lundenwic, il faut comprendre qui étaient vraiment ces hommes du Nord. Les Vikings n'étaient pas simplement des barbares sanguinaires surgis de nulle part. C'étaient des fermiers, des artisans, des commerçants qui, pendant les mois d'été, devenaient des raideurs. La Scandinavie du IXe siècle était une terre rude. Les hivers étaient longs et impitoyables, les terres cultivables limitées, les ressources rares. Pour les jeunes hommes ambitieux, partir en raid n'était pas juste une question d'aventure, c'était une nécessité économique. La société viking était profondément hiérarchisée. Au sommet se trouvaient les jarls, les nobles, qui possédaient de vastes terres et commandaient des guerriers. En dessous venaient les carls, les hommes libres, fermiers, artisans. Tout en bas se trouvaient les trolls, les esclaves, capturés lors des raids ou nés dans la servitude. Pour un carl ambitieux, participer à un raid viking était l'un des rares moyens d'améliorer son statut social. Le butin ramené pouvait acheter des terres, du bétail, une meilleure vie. Le succès au combat apportait la renommée, le respect, peut-être même une promotion au rang de noble si on se distinguait suffisamment. Mais il y avait aussi une dimension spirituelle. Les Vikings adoraient un panthéon de dieux guerriers, Odin, Thor, Freya. Mourir au combat était considéré comme la mort la plus honorable. Les guerriers tombés les armes à la main étaient censés être emmenés au Valhalla par les Valkyries, où ils passeraient l'éternité à festoyer et à se battre aux côtés d'Odin. Cette croyance donnait aux guerriers vikings un courage qui terrifiait leurs ennemis.
Ils n'avaient pas peur de la mort, ils la recherchaient activement, pourvu qu'elle soit glorieuse. Leur navire était le secret de leur succès. La construction d'un drakkar était un art transmis de génération en génération. Les charpentiers vikings utilisaient une technique appelée construction à clin, où les planches se chevauchaient et étaient rivetées ensemble. Cela créait une coque à la fois solide et flexible, capable de supporter les tempêtes de l'Atlantique Nord, tout en restant assez légère pour être tirée sur les plages. Le faible tirant d'eau des drakkars, moins d'1 mètre pour la plupart, leur permettait de naviguer dans des eaux peu profondes et de remonter les fleuves jusqu'au cœur des terres. Les voiles carrées étaient tissées en laine et enduites de graisse animale pour les rendre imperméables. Elles pouvaient propulser le navire à des vitesses impressionnantes par bon vent. Mais si le vent tombait ou soufflait dans la mauvaise direction, les Vikings passaient simplement aux rames. Chaque guerrier était aussi un rameur. Un drakkar de taille moyenne pouvait avoir 30 à 40 rameurs travaillant en synchronisation parfaite. Cette combinaison de voiles et de rames donnait aux Vikings une flexibilité tactique que leurs ennemis ne possédaient pas. La navigation viking reposait sur une connaissance intime de la mer. Ils n'avaient pas de boussole, mais ils utilisaient le soleil, les étoiles, les courants, les vents, même le comportement des oiseaux pour s'orienter. Des cadrans solaires primitifs les aidaient à estimer leur latitude. Certains historiens pensent qu'ils utilisaient également des pierres de soleil, des cristaux capables de localiser le soleil même par temps couvert en polarisant la lumière. Cette maîtrise de la navigation leur permit d'explorer l'Islande, le Groenland et finalement d'atteindre l'Amérique du Nord 5 siècles avant Christophe Colomb. Mais revenons au raid. La planification d'une expédition viking était méticuleuse. Le jarl qui organisait le raid devait d'abord construire ou acquérir les navires nécessaires. C'était un investissement colossal. Un grand drakkar pouvait prendre des mois à construire et nécessitait le travail de dizaines d'artisans. Ensuite venait le recrutement de l'équipage. Un jarl puissant pouvait compter sur ses propres hommes, mais souvent il devait attirer des volontaires en promettant une part généreuse du butin. La réputation du chef était cruciale. Un jarl connu pour ses raids réussis n'aurait aucun mal à recruter, tandis qu'un incompétent reconnu se retrouverait avec peu de volontaires. Les provisions devaient être embarquées. Les Vikings emportaient de la viande séchée, du poisson fumé, du pain dur, de la bière faible, de l'eau dans des tonneaux. Lors de longs voyages, ils complétaient leurs provisions en pêchant et en chassant le long des côtes. Les armes et l'équipement devaient être vérifiés. Chaque guerrier était responsable de son propre équipement, mais le jarl fournissait parfois des armes supplémentaires pour ceux qui n'en avaient pas les moyens. Le moment du départ était crucial. Les raids avaient lieu en été, quand les mers étaient plus calmes et les jours plus longs. Les Vikings partaient généralement en mai ou juin et revenaient avant l'automne. Cela correspondait aussi au cycle agricole. Le gros du travail de la ferme est fait au printemps et à l'automne, laissant l'été libre pour les raids. Une fois en mer, la flotte viking naviguait en formation. Les drakkars les plus grands et les plus impressionnants menaient, portant les chefs et les guerriers d'élite. Les navires plus petits suivaient. La nuit, ils accostaient sur des plages isolées, montaient des camps temporaires, réparaient les dégâts, se reposaient. Quand ils approchaient de leur cible, le silence était de rigueur. Les Vikings voulaient la surprise totale. Ils observaient, attendaient le bon moment, puis frappaient avec une violence calculée. La rapidité était essentielle. Plus ils restaient longtemps, plus le risque d'être confrontés à une force militaire organisée augmentait. L'idéal était d'arriver à l'aube, quand les défenseurs dormaient encore, ou en plein jour quand ils étaient dispersés au travail. Pendant l'attaque, la discipline était maintenue. Les chefs vikings contrôlaient étroitement leurs hommes. Le pillage se faisait de manière organisée, pas chaotique. Certains guerriers se concentraient sur la défense du périmètre, maintenant la sécurité pendant que d'autres fouillaient les bâtiments. Les esclaves capturés étaient rassemblés et gardés. Le butin était centralisé, puis distribué selon un système établi. Le jarl prenait la plus grande part, puis les guerriers d'élite, enfin les rameurs ordinaires. Mais même un simple rameur pouvait rentrer chez lui avec assez de richesse pour transformer sa vie. Après le raid, les Vikings disparaissaient aussi vite qu'ils étaient apparus. Leurs navires rapides leur permettaient de mettre rapidement de la distance entre eux et toute poursuite potentielle. Ils connaissaient les courants, les vents, les routes les plus rapides. Les flottes anglo-saxonnes, quand elles existaient, étaient trop lentes pour les rattraper. De retour en Scandinavie, le butin était partagé lors de grandes fêtes. Les guerriers buvaient, festoyaient, se vantaient de leurs exploits. Les skalds, les poètes vikings, composaient des vers célébrant les héros du raid. La renommée se répandait.
Les jeunes hommes entendaient ces récits et rêvaient à leur tour de gloire et de richesse. Ce cycle se répétait année après année, décennie après décennie. Chaque raid réussi encourageait le suivant. Les Vikings apprenaient, s'adaptaient, perfectionnaient leurs techniques. Ils découvraient quelles cibles étaient les plus lucratives, quelles défenses étaient les plus faibles, quelles routes étaient les plus sûres. Leurs connaissances géographiques s'étendaient. Ils cartographiaient mentalement toute l'Europe côtière. Cette accumulation d'expérience faisait d'eux des adversaires redoutables. Mais les Vikings n'étaient pas invincibles. Ils évitaient les batailles rangées contre des armées bien préparées. Leur force résidait en la mobilité et la surprise, pas dans les sièges prolongés ou les affrontements frontaux contre des forces supérieures. Quand ils rencontraient une résistance sérieuse, ils se retiraient simplement, cherchaient une cible plus facile ailleurs. Cette flexibilité tactique était une de leurs plus grandes forces. Le raid sur Londonwick en 842 n'était pas un événement isolé. Il s'inscrivait dans un contexte plus large de raids vikings qui terrorisaient l'Angleterre depuis des décennies. Mais pour comprendre pourquoi l'Angleterre était si vulnérable, il faut regarder sa structure politique. Au IXe siècle, ce que nous appelons aujourd'hui l'Angleterre n'existait pas en tant que nation unifiée. Le territoire était divisé en plusieurs royaumes anglo-saxons rivaux. Le Wessex au sud-ouest, la Mercie au centre, l'Est Anglie à l'est, la Northumbrie au nord. Ces royaumes se faisaient la guerre entre eux presque aussi souvent qu'ils combattaient des ennemis extérieurs. Cette division était une aubaine pour les Vikings. Au lieu d'affronter une nation unie avec une armée puissante et coordonnée, ils pouvaient attaquer des royaumes isolés, parfois même jouer les uns contre les autres. Londres occupait une position particulière dans ce paysage fragmenté. La ville se trouvait à la frontière entre plusieurs royaumes. Après la mort du puissant roi de Mercie, Offa, en 796, Londres avait été disputée entre la Mercie et le Wessex. Cette incertitude politique rendait la coordination de la défense difficile. Qui était responsable de protéger Londres? Quel roi devait y envoyer des troupes? Ces questions n'avaient pas de réponse claire, et les Vikings en profitaient. Londonwick elle-même était emblématique de la prospérité, mais aussi de la vulnérabilité anglo-saxonne. La ville avait été établie au 7e siècle, en dehors des vieux murs romains de Londonium. Les anglo-saxons avaient délibérément choisi de construire leur nouveau centre commercial à l'ouest, dans la zone de l'actuel Covent Garden et Strand. Pourquoi? Les historiens débattent encore de cette question. Peut-être que les murs romains étaient en trop mauvais état pour être réparés facilement. Peut-être que l'ancienne ville romaine évoquait des fantômes et des superstitions. Un poète saxon appelait les ruines romaines l'œuvre des géants, les voyant comme des structures mystérieuses et inquiétantes. Quelle qu'en soit la raison, Londonwick s'était développée sans fortification. C'était une ville ouverte, conçue pour le commerce, pas pour la guerre. Les marchands de toute l'Europe y affluaient. Le moine Bède, écrivant au début du 8e siècle, l'avait décrite comme un centre commercial pour de nombreuses nations qui la visitent par terre et par mer. Les fouilles archéologiques modernes ont confirmé cette image de prospérité. Des poteries de Rhénanie, des vers de France, de l'ambre de la Baltique, des meules de l'actuelle Allemagne, tous ces objets témoignent d'un réseau commercial étendu. Les artisans de Londonwick travaillaient l'or, l'argent, le fer, l'os, le textile. La production était diversifiée et sophistiquée. Les pièces d'argent frappées à Londres circulaient dans toute l'Europe du Nord. La ville était, en termes modernes, une place financière importante. Cette richesse était visible. Les maisons des marchands prospères étaient spacieuses et bien construites. Les églises étaient ornées d'objets précieux. Les entrepôts débordaient de marchandises. Mais toute cette prospérité reposait sur la paix et la sécurité des routes commerciales. Quand les raids vikings commencèrent à s'intensifier dans les années 830, le commerce fut perturbé. Les marchands hésitaient à prendre la mer, craignant d'être interceptés par des dracars. Les monastères côtiers, qui servaient souvent de centres de production et de commerce, étaient abandonnés ou fortifiés. L'économie commençait à trembler sur ses bases. Les rois anglo-saxons tentèrent diverses stratégies pour faire face à la menace viking. Certains essayèrent de construire des flottes pour affronter les raiders en mer. Le roi Egbert de Wessex livra plusieurs batailles navales contre les Danois dans les années 830, avec des résultats mitigés. Le problème est que les navires anglo-saxons n'étaient pas conçus pour le combat. C'étaient des navires de commerce ventreux, lents, difficiles à manœuvrer. Face aux dracars rapides et agiles, ils étaient désavantagés.
D'autres rois tentaient la diplomatie et les paiements. Ils offraient de l'argent aux Vikings pour qu'ils partent, ce qu'on appelait plus tard le Danegeld, littéralement l'argent des Danois. Cette stratégie fonctionnait à court terme. Les Vikings prenaient l'argent et s'en allaient. Mais elle encourageait aussi de nouveaux raids. Les Vikings apprenaient qu'ils pouvaient obtenir des richesses sans même avoir à se battre, juste en menaçant. C'était une spirale vicieuse qui ne faisait qu'aggraver le problème. Certains tentèrent la fortification. Des villes commencèrent à construire des palissades en bois, des fossés, des tours de garde. Mais ces défenses rudimentaires ne pouvaient pas arrêter une attaque viking déterminée. Les palissades brûlaient facilement, les fossés pouvaient être comblés. Seules les anciennes fortifications romaines en pierre offraient une vraie protection. Mais beaucoup étaient en ruine ou situés dans des endroits qui n'étaient plus stratégiques. Le problème fondamental était le manque d'unité. Si les royaumes anglo-saxons avaient pu mettre de côté leur rivalité et former une coalition unie contre la menace viking, ils auraient eu les ressources militaires pour résister efficacement. Mais chaque roi était trop occupé à défendre son propre territoire et à comploter contre ses voisins. Les Vikings exploitaient ces divisions. Ils faisaient parfois même des alliances temporaires avec un royaume anglo-saxon pour attaquer un autre. Après le raid de 842, Londres resta traumatisée. Les survivants enterrèrent leurs morts, reconstruirent ce qui pouvait l'être, mais la confiance était brisée. 9 ans plus tard, en 851, les Vikings revinrent. Cette fois, selon les chroniques, ils amenaient 350 navires. Ce nombre est probablement exagéré, les chroniqueurs médiévaux avaient tendance à gonfler les chiffres de leurs ennemis pour rendre leurs propres défaites moins honteuses, ou leurs victoires plus glorieuses. Mais même si le nombre réel était 3 fois moindre, cela représentait toujours une force formidable. Ce raid de 851 fut encore plus dévastateur. Les Vikings ne se contentèrent pas de piller, ils brûlèrent la plus grande partie de la ville. Canterbury, la capitale ecclésiastique de l'Angleterre, fut aussi attaquée. La chronique anglo-saxonne rapporte que le roi Beorhtwulf de Mercie affronta les Vikings avec son armée, mais fut mis en déroute. Seule une contre-attaque réussie du roi Æthelwulf de Wessex permit de repousser temporairement les raideurs. Mais le mal était fait. Londonwick, déjà affaibli par le raid de 842, ne se remit jamais complètement de celui de 851. La population commença à fuir, les marchands cherchaient des ports plus sûrs, le commerce se tarissait, les bâtiments incendiés n'étaient pas reconstruits, les rues se vidaient. Ce qui avait été un centre urbain prospère devenait une ville fantôme. En 871, les Vikings établirent un camp d'hiver à Londres. C'était une nouveauté inquiétante. Jusque-là, les raids vikings avaient été saisonniers. Les raideurs arrivaient en été, pillaient, puis repartaient avant l'hiver. Mais maintenant, ils hivernaient en Angleterre. Cela suggérait qu'ils ne cherchaient plus seulement à piller, mais à conquérir et à s'installer. La grande armée païenne, comme on l'appelait, menée par les fils légendaires de Ragnar Lodbrok, Ivar le Désossé, Halfdan et Ubba, déferlait sur l'Angleterre, capturant ville après ville. Cette escalade força finalement les Anglo-Saxons à réagir. Alfred le Grand, roi de Wessex, comprit que la seule solution était une réforme militaire complète. Il créa un système de forteresses, les bourses, réparties stratégiquement dans tout son royaume. Chaque homme devait savoir vers quelle forteresse se réfugier en cas d'attaque viking. Il réorganisa son armée en 2 divisions qui alternaient entre service militaire et travail agricole, assurant ainsi une force permanente, toujours prête à répondre à une menace. Mais surtout, Alfred prit une décision cruciale concernant Londres. Il abandonna Londonwick. La ville ouverte, indéfendable, fut laissée aux cendres. À la place, en 886, Alfred refortifia l'ancienne ville romaine de Londinium, à l'intérieur des murs de pierre. Il répara les murailles, recreusa les fossés défensifs, organisa la défense. Cette nouvelle ville fortifiée fut appelée Londonbourg, Londres la forteresse. C'était le début du Londres que nous connaissons aujourd'hui, la City of London. L'abandon de Londonwick marqua la fin d'une époque. Le vieux nom persista dans celui d'Aldwych, la vieille ville, mais le centre urbain s'était déplacé. Cette décision pragmatique d'Alfred sauva Londres. Derrière ces murs romains réparés, la ville pouvait résister aux raids vikings. Elle devint un bastion clé dans la défense du Wessex. Les Vikings tentèrent de la prendre en 994 et 1013, mais échouèrent à chaque fois. Le raid de 842 avait donc eu des conséquences à long terme qu'aucun des participants n'aurait pu prévoir. En détruisant Londonwick, les Vikings avaient forcé les Anglo-Saxons à repenser complètement leur approche de la défense urbaine. Paradoxalement, cela rendit finalement Londres plus forte.
La ville fortifiée qui émergea des cendres de Londonwick était beaucoup plus résistante aux attaques. C'était une leçon durement apprise, payée en sang et en souffrance. Le raid de 842 ne fut qu'une ligne dans les chroniques. Grand massacre à Londres, mais ses répercussions transformèrent une ville, une nation et même les Vikings eux-mêmes. Londres changea d'abord de visage. La ville se déplaça d'1,5 km vers l'est, abandonnant la vulnérable Londonwick pour se réfugier derrière les murs romains de Londonbourg. La sécurité devenait désormais sur la commodité commerciale. Cette décision façonna Londres pour toujours. Les limites actuelles de la City of London suivent encore ces anciens murs réparés par Alfred le Grand. Pour l'Angleterre, les raids vikings forcèrent l'unification. Les petits royaumes fragmentés ne pouvaient survivre seuls face à la menace scandinave. Alfred le Grand rassembla progressivement les territoires anglo-saxons. Au début du Xe siècle, l'Angleterre ressemblait enfin à une nation unie. Les Vikings, sans le vouloir, avaient créé la pression nécessaire pour souder leurs ennemis. Mais le mal était fait. En 1091, Knut le Grand, un roi viking, conquit toute l'Angleterre et créa l'Empire de la mer du Nord. Contrairement aux raiders d'avant, Knut se convertit au christianisme, respecta les lois anglo-saxonnes et gouverna avec compétence. Pendant 19 ans, l'Angleterre connut la paix. Les raids cessèrent, difficile de piller un pays dirigé par un roi viking. Knut fit même de Westminster sa résidence, transformant Londres en capitale politique autant que commerciale. L'influence viking imprégna la culture anglaise. Des milliers de mots scandinaves entrèrent dans la langue. Sky, knife, take, get, window. Les noms de lieux du nord et de l'est de l'Angleterre témoignent encore de cette présence. Tout village en baille, ferme en thorp ou clairière en thwaite porte une marque scandinave. Mais les Vikings eux aussi évoluèrent. Les petites expéditions saisonnières devinrent grandes flottes de conquête. Les raiders se transformèrent en colonisateurs. Cette évolution reflétait les changements en Scandinavie. Les chefs enrichis par le pillage consolidaient leur pouvoir, construisaient de plus grands navires, recrutaient de plus grands équipages. Les petits jarls locaux cédèrent la place aux rois nationaux du Danemark, de Norvège et de Suède. L'expérience acquise en Angleterre poussa les Vikings vers d'autres horizons. Ils colonisèrent l'Islande dans les années 870, le Groenland dans les années 980 et atteignirent l'Amérique du Nord vers l'an 1000. Sans ces raids qui perfectionnèrent leur technique, ces voyages transocéaniques auraient été impossibles. La christianisation marqua la fin de l'âge viking. En s'établissant en territoire chrétien, en épousant des femmes chrétiennes, en commerçant avec l'Europe, les Vikings s'exposèrent à la nouvelle religion. Certains se convertirent par conviction, d'autres par calcul politique. Au XIe siècle, toute la Scandinavie était chrétienne. Les raids cessèrent non par faiblesse, mais parce que les Scandinaves faisaient désormais partie du monde européen. Les fils de raiders devenaient rois et marchands respectables. Que nous enseigne ce massacre de 842 ? D'abord, la défense compte autant que la prospérité. Londonwick était riche mais sans protection. Quand la menace se matérialisa, il était trop tard. La leçon fut apprise dans le sang. La prospérité sans sécurité est fragile. Ensuite, l'unité face au danger est cruciale mais difficile. Les royaumes anglo-saxons connaissaient la menace commune, mais leur rivalité les paralysait. Seul le désespoir força l'unification sous Alfred. La technologie confère des avantages décisifs. Les dracars n'avaient rien de magique, juste une conception supérieure. Mais cette supériorité donnait aux Vikings un avantage énorme. Aujourd'hui encore, l'innovation crée la domination. La violence a des conséquences qui dépassent les victimes immédiates. Le massacre tua peut-être quelques milliers de personnes, mais transforma toute une société. Les changements politiques, économiques et militaires affectèrent des millions de vies sur plusieurs générations. Les cultures se mélangent toujours, même dans l'hostilité. Vikings et anglo-saxons étaient ennemis, mais commercèrent aussi, se marièrent, adoptèrent les innovations mutuelles. Aucune culture n'est pure, les échanges, même violents, créent de nouvelles synthèses. Les récits historiques sont biaisés. Tout ce que nous savons vient de sources chrétiennes, qui dépeignaient les Vikings comme des barbares. Les chroniqueurs exagéraient, dramatisaient, injectaient leurs préjugés. L'historien moderne doit garder ses biais à l'esprit. Le raid de 842 rappelle aussi que l'histoire n'est pas que roi et bataille. C'est aussi des journées ordinaires qui basculent dans l'horreur. Des marchands qui déchargent leurs navires le matin et meurent l'après-midi. Des enfants qui jouent et deviennent orphelins. Ces vies anonymes comptent aussi. Mais l'histoire montre surtout la résilience humaine. Londres fut détruite, mais se releva. Les survivants enterrèrent leurs morts, reconstruisèrent, continuèrent.
Cette capacité à endurer, à s'adapter, à persévérer est peut-être la leçon la plus importante. Aujourd'hui, plus de 1000 ans après, l'écho résonne encore. Sous les rues modernes reposent les cendres de Londonwick. Aldwych, la vieille ville, préserve le souvenir de ce qui fut perdu. La légende viking persiste, réinventée par chaque génération. Le raid de 842 nous enseigne que le monde peut basculer en un instant, mais aussi que les humains endurent l'inimaginable et continuent, que les sociétés se transforment face aux crises, que de nouvelles opportunités émergent des décombres. Les Vikings cherchaient des richesses immédiates, mais déclenchèrent des changements qui les dépassaient. Les Anglo-Saxons défendaient leur royaume fragmenté, mais créèrent une nation. Londres voulait rester ouverte, mais devint une forteresse. Personne n'obtint exactement ce qu'il voulait, mais tous créèrent un futur imprévu. C'est l'héritage du jour où les Vikings ont tondé sur Londres. Non pas juste violence et pillage, mais transformation, adaptation, survie. Une légende née dans le feu et le sang, mais qui parle d'espoir et de continuité. Une histoire qui rappelle que même les jours les plus sombres passent, que l'esprit humain refuse de s'éteindre.